Après des années passées à grandir au milieu de la gloire et de la tragédie, Danielyn Burkhead, la fille unique de l'emblématique Anna Nicole Smith, se confie enfin sur sa vie actuelle. À 18 ans, elle n'est plus l'enfant que le monde a observé en raison de la tragédie de sa mère, mais elle est prête à tracer sa propre voie. Alors, comment Danielyn vit-elle vraiment sans les projecteurs? Quel secret a-t-elle gardé caché pendant tout ce temps? La réponse en surprendra certainement plus d'un. Les tabloïds l'ont qualifiée de chasseuse de dot. Les tribunaux l'ont traitée d'avide. Mais Anna Nicole Smith était bien plus qu'un mannequin playboy qui a épousé un milliardaire de 89 ans. Elle était une fille de petite ville qui a échappé à la pauvreté, mené une bataille juridique de 15 ans jusqu'à la Cour suprême et est morte sans avoir touché un centime. Aujourd'hui âgée de 18 ans, sa fille Danielyn révèle enfin la mère derrière les gros titres et les signes inquiétants qui prouvent qu'Anna veille toujours sur elle depuis l'au-delà. Anna Nicole Smith est née Vicki Lynn Hogan le 28 novembre 1967 à Houston, au Texas. Ses parents ont divorcé alors qu'elle avait moins de 2 ans. Sa mère, Virgie May Hogan, l'a élevée à Mexia, une petite ville du Texas d'environ 6000 habitants. Son père a été absent pendant la majeure partie de sa vie et son enfance n'a pas été facile. Elle a eu des difficultés à l'école, tant au niveau de ses études que de son intégration. Elle a commencé le lycée à Mexia High, mais a eu du mal à suivre. En troisième, elle a été transférée dans un autre établissement, mais elle n'a jamais dépassé la seconde. Même adolescente, elle rêvait de plus. Elle idolâtrait Marilyn Monroe et voulait être célèbre. Mais la vie prenait une autre direction. En 1982, à tout juste 14 ans, elle a abandonné l'école. Elle a trouvé du travail comme serveuse chez Jim's Crispy Fried Chicken à Mexia pour essayer de subvenir à ses besoins. Ce travail l'a conduite à Billy Wayne Smith, un cuisinier de 16 ans. Ils sont rapidement devenus proches et le 4 avril 1945, alors qu'Anna avait 17 ans, ils se sont mariés. Un an plus tard, le 22 janvier 1996, elle a donné naissance à leur fils, Daniel Wayne Smith. Le mariage ne s'est pas déroulé comme elle l'avait espéré. Anna a dit plus tard que Billy était contrôlant et jaloux. Il ne voulait pas qu'elle sorte ou passe du temps avec quelqu'un d'autre. Au milieu de l'année 1986, elle en a eu assez. Elle a quitté Billy et a déménagé à Houston avec le petit Daniel, essayant de prendre un nouveau départ. Elle a accepté tous les emplois qu'elle pouvait trouver, travaillant chez Walmart et Red Lobster. Mais cela ne suffisait pas à les faire vivre. L'argent était rare et elle avait du mal à joindre les deux bouts. N'ayant plus d'autre choix, elle a commencé à travailler comme danseuse dans des clubs de striptease. Ce n'était pas ce qu'elle avait prévu pour sa vie, mais cela payait les factures. Puis, en 1992, elle a décidé de tenter sa chance et a envoyé des photos d'elle nue au magazine Playboy. Ce pari a tout changé. Hugh Hefner et son équipe ont vu en elle quelque chose de spécial et, en mars 1992, elle faisait la couverture de Playboy. Sa ressemblance avec Marilyn Monroe et son physique saisissant la faisaient sortir du lot. À peine un an plus tard, elle était nommée Playmate de l'année en 1993. Devenant officiellement l'un des mannequins les plus reconnus de l'histoire de Playboy. Sa vie a changé presque du jour au lendemain. Peu de temps auparavant, elle travaillait dans des restaurants de restauration rapide et des clubs de striptease, luttant pour gagner sa vie. Maintenant, elle était photographiée pour des magazines et invitée à des événements exclusifs. La célébrité lui a apporté des opportunités, mais elle a également été confrontée à une attention médiatique constante, ce qui l'a affectée pour le reste de sa vie. Plus tard cette année-là, en novembre 1992, Paul Marciano, le cofondateur de Guess Jeans, lui a proposé un contrat de mannequinat important. Il voyait en elle la même qualité de star qui avait captivé le public de Playboy. À l'époque, elle utilisait encore son nom de naissance, mais Marciano lui suggéra quelque chose de nouveau. Ensemble, ils créèrent Anna Nicole, un nom qui allait bientôt être connu dans le monde entier. Sa première campagne pour Guess fut inoubliable. Elle devint le nouveau visage de la marque, remplaçant le mannequin vedette Claudia Schiffer à une époque où la mode était dominée par des mannequins minces et filiformes.
La silhouette généreuse d'Anna Nicole et son glamour hollywoodien ont apporté un vent de fraîcheur dans l'industrie. Les photos en noir et blanc de la campagne, inspirées du style emblématique de Jayne Mansfield, sont immédiatement devenues des classiques. Celle d'Hollywood. En 1994, elle a décroché des rôles dans 2 films majeurs. Elle a joué le rôle de Tanya Peters dans Naked Gun 23 1/3, The Final Insult, une comédie mettant en vedette Leslie Nielsen. Le film a bien marché, mais sa performance a reçu des critiques mitigées et elle a même été nominée pour la pire nouvelle star aux Golden Raspberry Awards. La même année, elle a eu un petit rôle dans The Hudsucker Proxy, un film réalisé par les frères Coen. Le film a été salué par la critique, mais son rôle était mineur. Malgré les critiques, Anna Nicole a continué à aller de l'avant. Elle n'était pas seulement un mannequin ou une actrice, prouvant que des mannequins plus rondes pouvaient également représenter de grandes marques de mode. Plus tard dans sa carrière, elle est devenue l'égérie de Trim Spa, une entreprise de compléments alimentaires. Cette publicité a suscité la controverse et a donné lieu à des poursuites judiciaires, mais elle a permis de maintenir son image publique. Quoi que les gens disent d'elle, elle a toujours trouvé le moyen de rester dans le coup. En octobre 1991, Anna Nicole Smith a rencontré le milliardaire J. Howard Marshall II au Gigi's, un club de striptease à Houston. Elle avait 24 ans, peinait à joindre les 2 bouts et travaillait de jour car elle était encore novice en matière de danse. À l'époque, elle était loin d'être la bombe blonde qu'elle allait devenir. Marshall avait 86 ans et était en deuil. Il avait perdu sa femme et sa maîtresse de longue date plus tôt dans l'année. Son chauffeur lui suggéra de sortir pour lui remonter le moral, et c'est là qu'il la vit pour la première fois. Anna, de son vrai nom Vicki Lynn Hogan, avait grandi au Texas. Elle avait abandonné ses études secondaires et avait occupé différents emplois pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils Daniel. Elle avait été serveuse chez Red Lobster et Jim's Crispy Fried Chicken, rêvant toujours d'une vie meilleure. Ce soir-là, à Gigi's, elle dansa sur The Lady in Red de Chris de Burgh et quelque chose en elle captiva Marshall. Le lendemain, il l'invita à déjeuner. Avant qu'elle ne parte, il lui tendit 1000 $ et lui dit de ne pas retourner au club. À partir de ce moment, il la combla de cadeaux coûteux. Il lui acheta une Mercedes rouge et la couvrit de bijoux. Chaque mois, il lui donnait 4000 $ pour ce qu'il appelait du conseil. Il lui demanda de l'épouser encore et encore, mais elle ne dit pas tout de suite oui. En 1992, elle décrocha son premier gros contrat de mannequinat, posant pour Playboy. L'année suivante, elle devint Playmate de l'année. À ce moment-là, sa carrière était en plein essor, mais Marshall était toujours déterminé à faire d'elle sa femme. Le 27 juin 1994, ils se sont finalement mariés à la White Dove Wedding Chapel de Houston. Il avait 89 ans. Elle en avait 26. Seules 11 personnes étaient présentes. Marshall était assis dans un fauteuil roulant tandis qu'Anna portait une robe de satin au décolleté plongeant. Son fils de 8 ans portait les alliances. C'était son 2e mariage. Elle avait épousé Billy Wayne Smith à 17 ans, mais cette relation avait pris fin des années auparavant. Pour Marshall, c'était le 3e. Sa 2e femme était décédée de la maladie d'Alzheimer en 1991 après 30 ans de mariage. Le mariage s'était terminé en quelques minutes. Avant la fin de la soirée, Anna était partie pour une séance photo. Marshall s'assit dans son fauteuil roulant en pleurant. Cette image resta gravée dans l'esprit des gens. Pour eux, c'était la preuve que ce n'était pas de l'amour. Les gens pensaient qu'elle l'avait épousé pour une seule raison, l'argent. Avant le mariage, Marshall lui avait déjà offert des millions de cadeaux. Il lui avait acheté des maisons, des chevaux, des diamants et des Rolls-Royce. Les critiques la voyaient comme une chercheuse d'or. Un juge fédéral a qualifié plus tard leur relation de mélange de besoins, de cupidité et de luxure. Mais Anna Lania, dans une interview accordée à Larry King en 2000, elle déclara que Marshall lui avait donné quelque chose de plus précieux que l'argent, de l'amour et du respect. Elle affirma également qu'elle avait refusé de nombreuses fois avant de finalement accepter parce qu'elle voulait d'abord réussir par elle-même. Mais il y avait un problème. Même si Marshall lui avait prétendument promis la moitié de sa fortune, il ne l'avait jamais mis par écrit.
Son testament ne la mentionnait pas du tout. Si elle l'avait épousé pour sa sécurité financière, elle allait découvrir à quel point elle avait tort. Le 4 août 1941, 14 mois seulement après leur mariage, Marshall mourut à l'âge de 90 ans. S'ensuivit l'une des batailles juridiques les plus longues et les plus amères de l'histoire. Smith croyait qu'on lui avait promis la moitié de la fortune de son défunt mari, J. Howard Marshall. Un milliardaire détenant une participation de 1,6 milliard de dollars dans Koch Industries l'avait exclu de son testament. Elle affirmait qu'il lui avait promis une part en échange de son mariage. Mais son fils, Pierce Marshall, le niait. Il insistait sur le fait que le testament était définitif et qu'elle n'avait aucun droit. Smith n'était pas la seule à se battre. Un autre fils, J. Howard Marshall III, avait également été exclu du testament après avoir tenté de prendre le contrôle de Koch Industries. Il a déclaré que son père lui avait fait la même promesse verbale. Comme Smith, il n'a rien obtenu. En 1996, Smith a connu des difficultés financières. Un tribunal lui a ordonné de payer 850 000 $ après avoir perdu un procès pour harcèlement sexuel intenté par l'ancienne nounou de son fils. Elle n'avait pas les moyens de payer, alors elle a déposé le bilan en Californie. Comme l'argent qu'elle pourrait gagner de la succession de Marshall faisait désormais partie de ses actifs. Le tribunal des faillites est intervenu, puis elle a remporté une victoire retentissante. En 2000, un juge des faillites de Los Angeles lui a accordé près de 450 millions de dollars. C'était le montant de la valeur des actions de Koch Industries de Marshall pendant leur mariage. Mais la victoire n'a pas duré. L'année suivante, un juge de l'homologation du Texas a statué contre elle, affirmant qu'elle n'avait droit à rien. Il lui a également ordonné de payer à Pierce Marshall plus d'1 million de dollars de frais juridiques. Deux tribunaux différents avaient alors rendu des décisions opposées. Cela a poussé l'affaire devant un tribunal fédéral. En 2002, un juge fédéral a réduit son indemnisation à 88 millions de dollars. Mais en 2003, une juridiction supérieure a rejeté cette décision, affirmant que les juges fédéraux n'avaient pas le pouvoir d'annuler une décision d'un tribunal d'homologation de l'État. L'affaire était allée aussi loin que possible, jusqu'à ce que la Cour suprême des États-Unis décide d'intervenir. En 2006, la Cour suprême s'est prononcée en sa faveur. La décision, rédigée par la juge Ruth Bader Ginsburg, ne lui a pas donné d'argent. Mais elle a confirmé qu'elle pouvait continuer à se battre devant un tribunal fédéral. C'était un pas en avant, mais son combat était loin d'être terminé. Lorsque l'émission Anna Nicole Show a été diffusée pour la première fois le 4 août 2002, elle a immédiatement fait sensation. Le public était attiré par la vie chaotique et imprévisible d'Anna Nicole Smith, l'ancienne mannequin de Playboy qui avait autrefois été au sommet, mais qui était maintenant en difficulté. L'émission a été la plus regardée sur au cours de sa première saison, prouvant que les gens ne pouvaient pas détourner le regard de ce spectacle. C'était parfois drôle, mais aussi tragique. La série suivait Kim Kardashian alors qu'elle tentait de gérer sa vie après la célébrité. Elle était aux prises avec des problèmes financiers après avoir dépensé sans compter pendant des années. Elle était également engagée dans une bataille juridique concernant la succession de son défunt mari, J. Howard Marshall. L'émission comportait des moments bizarres qui semblaient mis en scène, comme Kim Kardashian essayant de corriger son chien indiscipliné ou se disputant avec son décorateur d'intérieur excentrique, Bobby Trendy. Mais entre le chaos scénarisé, il y avait de véritables aperçus de douleur. Son fils adolescent, Daniel, semblait souvent mal à l'aise devant la caméra, regardant la vie de sa mère se transformer en spectacle public. Les critiques ont détesté l'émission. Jon Stewart l'a qualifiée d'abomination, et beaucoup ont estimé qu'elle exploitait les difficultés personnelles de Smith. Les téléspectateurs ont remarqué ses difficultés d'élocution et son comportement erratique, ce qui a conduit à spéculer qu'elle était intoxiquée pendant le tournage. Des rapports ont par la suite suggéré que les producteurs encourageaient sa personnalité hyperactive en lui donnant de grandes quantités de Red Bull. Au lieu de l'aider, l'émission a aggravé ses difficultés. Malgré la controverse, The Anna Nicole Show a été diffusée pendant 2 ans, jusqu'en 2004. À ce moment-là,
Smith était devenue une blague pour beaucoup. Chaque mouvement qu'elle faisait devenait du matériel pour les tabloïds. Lors des MTV Video Music Awards de 2004, elle trébucha sur la scène, marmonna ses mots et demanda au public s'il aimait son corps. Le moment fut tourné en dérision, mais il était clair qu'elle était en difficulté. La lutte de Smith contre la dépendance était bien connue avant même l'émission. Elle prenait des médicaments sur ordonnance comme le Valium et l'hydrate de chloral, qui contribueraient plus tard à son overdose accidentelle en 2007. Ses sautes d'humeur et son comportement étrange étaient bien visibles, mais au lieu d'obtenir de l'aide, elle était davantage mise sous les projecteurs. Même son fils, Daniel, avait parfois l'air embarrassé, pris dans une émission de télé-réalité qui transformait la douleur de sa mère en divertissement. Anna Nicole Smith a annoncé une grande nouvelle le 1er juin 2006. Dans une vidéo postée sur son site Internet, elle a annoncé qu'elle était enceinte. Quelques mois plus tard, le 7 septembre, elle a donné naissance à une fille nommée Danieline aux Bahamas. Stern a prétendu être le père de Danieline. Son nom figurait même sur l'acte de naissance aux Bahamas. Mais le photographe de célébrité Larry Birkhead a déclaré que ce n'était pas vrai. Il a intenté un procès, affirmant qu'il était le véritable père. Les choses se sont encore compliquées lorsque 2 autres hommes se sont manifestés. Le mari de Zaza Gabor, Frederick Prince von Anhalt, a déclaré qu'il avait eu une relation avec Smith pendant des années et qu'il pourrait être le père de Danieline. Son ancien garde du corps et chef cuisinier, Alexander Denk, a également affirmé qu'il pourrait être le père. Alors que la bataille pour la paternité faisait la une des journaux, de nouveaux détails sur la grossesse de Smith ont soulevé des questions. Des rapports ont révélé que, alors qu'elle était enceinte de 8 mois, on lui avait prescrit de la méthadone sous un faux nom. Le Conseil médical de Californie a ouvert une enquête, mais le médecin qui avait rédigé l'ordonnance a défendu sa décision, affirmant que le traitement était approprié. Un juge américain est finalement intervenu et a ordonné des tests ADN pour découvrir la vérité. Mais avant que l'affaire ne puisse être résolue, une tragédie s'est à nouveau produite. Le 8 février 2007, Smith a été retrouvée inconsciente dans une chambre d'hôtel en Floride. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, mais il était trop tard. Elle était morte d'une overdose de médicaments sur ordonnance. L'avocat de Birkhead a immédiatement demandé un échantillon d'ADN d'urgence prélevé sur son corps, mais le juge a refusé. Le tribunal a ordonné que son corps soit conservé jusqu'au 20 février. Finalement, en avril 2007, les résultats sont arrivés. Un juge des Bahamas a statué que Larry Birkhead était le père biologique de Danieline. Il a immédiatement entrepris de modifier son certificat de naissance et d'obtenir un passeport afin de pouvoir l'emmener aux États-Unis. Stern ne conteste pas la décision, mais il y eut un dernier recours. La mère de Smith, Virgie Arthur, tente de faire appel de la décision, dans l'espoir d'obtenir la garde de sa petite fille. Le tribunal rejeta sa demande et lui ordonna même de payer les frais de justice. Les batailles juridiques terminées, Birkhead ramena Danieline à la maison. L'affaire de paternité avait été réglée, mais le mal était déjà fait. 3 jours après la naissance de sa fille, le 7 septembre 2016, le monde d'Anna Nicole Smith s'effondra. Le 10 septembre, son fils de 20 ans, Daniel Wayne Smith, mourut alors qu'il lui rendait visite à l'hôpital. Il était venu pour rencontrer sa demi-sœur nouveau-née, mais il n'en repartit jamais. Une autopsie confirma plus tard qu'il était mort d'une combinaison de méthadone et d'antidépresseurs. Un jury des Bahamas a conclu à une overdose accidentelle et un certificat de décès a été délivré le 21 septembre. Aucune accusation pénale n'a été déposée. Le 19 octobre, il a été enterré au cimetière de Lakeview à New Providence. Anna était dévastée. Selon son avocat et compagnon proche, Howard K. Stern, Daniel était la personne la plus importante de sa vie. Elle l'avait élevé seule et se considérait à la fois comme sa mère et son père. Lors de ses funérailles, elle a demandé qu'on ouvre le cercueil et a tenté d'y entrer. Elle ne voulait pas lâcher prise. Elle a dit, Stern a dit plus tard que même si elle était physiquement morte des mois plus tard, elle était déjà partie le jour où Daniel est décédé. Au milieu de son chagrin, quelque chose d'inattendu s'est produit.
Le 28 septembre, Anna et Stern ont organisé une cérémonie d'engagement privée aux Bahamas. Ils ont échangé leurs vœux et leurs alliances devant un pasteur baptiste, mais ce n'était pas un mariage légal. Il n'y avait pas de licence, juste un geste symbolique. Certains ont remis en question le moment choisi, mais l'avocat d'Anna à Nassau a déclaré plus tard qu'ils avaient besoin de quelque chose à quoi se raccrocher après tout ce qu'ils avaient vécu. Les photos de la cérémonie ont été vendues au magazine People pour $1 million. À ce moment-là, Anna vivait aux Bahamas, et cette décision a suscité encore plus de controverses. Certains pensaient qu'elle évitait un test de paternité pour sa fille nouveau-née. D'autres pensaient qu'elle essayait d'échapper au chaos de sa vie aux États-Unis. Fin 2006, le ministre de l'Immigration Shane Gibson lui a accordé la résidence permanente. Peu après, un journal local a publié une photo d'Anna allongée dans son lit, entièrement vêtue, enlacée à Gibson. La réaction du public a été intense et Gibson a démissionné. Anna Nicole Smith a été retrouvée inconsciente le 8 février 2007 dans sa chambre d'hôtel au Seminole Hard Rock Hotel and Casino en Floride. Son garde du corps et sa femme, qui était infirmière urgentiste, ont tenté de la réanimer par RCP. Les ambulanciers l'ont transportée d'urgence au Memorial Regional Hospital à Hollywood, mais les médecins l'ont déclarée morte. Elle n'avait que 39 ans. Sa mort soudaine a conduit à une enquête menée par le médecin légiste du comté de Broward, Joshua Perper. Il a travaillé avec la police de Seminole et des experts médico-légaux indépendants pour déterminer ce qui s'était passé. La cause officielle était une overdose accidentelle. Le sédatif hydrate de chloral était le principal médicament. Mais elle avait également pris 4 benzodiazépines, ainsi que de la diphénhydramine et du topiramate. Aucune drogue illégale n'a été trouvée dans son organisme. Delamethadone, le médicament lié à la mort de son fils quelques mois plus tôt, a été retrouvé dans sa bile. Cela signifiait qu'elle l'avait probablement prise 2 ou 3 jours auparavant. Ce n'était donc pas une cause directe. L'autopsie a également révélé d'autres problèmes de santé. Elle avait des abcès sur la peau dus à des injections antérieures de vitamine B12 et d'hormones de croissance humaine. Elle souffrait également d'une entérité virale, qui a pu l'affaiblir. Les tests de dépistage de la grippe A et B se sont révélés négatifs. Un détail a rendu l'affaire encore plus complexe. Sur les 11 médicaments présents dans son organisme, 8 avaient été prescrits à Howard K. Stern. 2 autres étaient au nom d'Alex Katz, et un autre était destiné à sa psychiatre, le Dr. Christine Eroshevich. Perper a confirmé que le Dr. Eroshevich avait rédigé toutes les ordonnances. Les funérailles de Smith ont eu lieu le 2 mars 2007 aux Bahamas. Sa succession a fait l'objet d'une bataille juridique. Elle avait signé son testament en 2001, des années avant la naissance de sa fille. Son fils Daniel y était désigné comme seul bénéficiaire et Howard K. Stern en était l'exécuteur testamentaire. Il excluait également spécifiquement tout enfant futur. Cela signifiait que sa fille, Danielyn, âgée de quelques mois à l'époque, était laissée de côté. Sa succession comprenait des biens personnels d'une valeur de $10 000 et une maison évaluée à $1,8 million, bien qu'elle soit grevée d'une hypothèque de $1 million. Après sa mort, le photographe Larry Burkhead, confirmé plus tard comme étant le père de Danielyn, s'est impliqué dans la bataille pour la succession. En 2008, la mère de Smith, Virgie Arthur, a intenté un procès contre TMZ, CBL Entertainment Tonight, ainsi que plusieurs journalistes et blogueurs. Elle a affirmé qu'ils avaient diffusé de fausses informations pour ruiner sa réputation. Elle a déclaré que cela avait nui à ses efforts pour obtenir la garde ou des droits de visite pour sa petite fille. L'affaire s'est envenimée lorsqu'un blogueur a refusé de remettre un ordinateur comme preuve et a été emprisonné. Mais au final, le procès a été rejeté. Le tribunal a statué en faveur des médias. Danielyn Burkhead a passé toute sa vie sous les projecteurs, mais elle n'a jamais laissé cela la définir. Née en septembre 2006, Dana Nicole Smith est du photographe Larry Burkhead. Elle n'avait que 5 mois lorsque sa mère est décédée. La frénésie médiatique qui a suivi aurait pu façonner toute son enfance, mais Larry a pris une décision très tôt.
Il a élevé sa fille loin d'Hollywood, loin du chaos, et lui a donné une vie aussi normale que possible. Aujourd'hui âgé de 18 ans, Danny Lin entre dans l'âge adulte avec confiance, ambition et une personnalité qui lui est propre. Son 18e anniversaire en septembre 2024 était tout sauf ordinaire. Au lieu d'une célébration traditionnelle, elle a choisi une fête sur le thème de Beetlejuice, embrassant son amour pour le glam gothique. Elle portait une robe à imprimer toile d'araignée avec des manches spectaculaires, associée à un rouge à lèvres noires, s'engageant pleinement dans le thème. Elle a posé à côté d'un acteur déguisé en Beetlejuice, faisant des signes de paix et montrant son côté espiègle caractéristique. Larry a partagé sa fierté dans un message sincère, écrivant « Puisses-tu continuer à être humble et gentille? Je suis immensément fier de toi. » Bien qu'elle apprécie les projecteurs à sa manière, elle se concentre réellement sur ses études. Elle a décidé de se spécialiser en sciences médico-légales et en études japonaises. Une combinaison inspirée par sa curiosité d'enfant et les cours du lycée qui ont nourri son intérêt. Elle a toujours été attirée par le mystère et la résolution de problèmes, ce qui fait que les sciences médico-légales lui conviennent naturellement. Les études japonaises, en revanche, sont devenues une passion après qu'elle a été initiée à la langue et à la culture du Japon à l'école. Ses projets d'avenir sont encore en cours d'élaboration, mais elle rêve de se faire un nom en dehors de l'héritage de sa mère. La créativité coule dans ses veines et elle n'a jamais hésité à s'exprimer. Elle a un talent pour le théâtre et a été félicitée pour ses performances dans les pièces de l'école. Alors qu'elle a déjà posé pour des enfants invités à l'âge de 6 ans en hommage à sa mère, Larry s'est assuré que ce soit une expérience unique. Depuis, il a décliné toutes les offres de mannequinat, préférant privilégier son enfance à une éventuelle célébrité. Malgré tout, Danny Lin rêve de lancer sa propre ligne de cosmétiques et de vêtements, alliant son amour de la mode à sa vision artistique. Malgré les circonstances uniques de son éducation, Larry et elle ont construit une vie pleine d'aventures et de rires. Ils ont assisté à des concerts ensemble, notamment à celui de Duran Duran, qui est devenu l'une de leurs soirées les plus mémorables. Halloween est une autre grande tradition pour eux. Chaque année, ils proposent des idées de costumes élaborés, donnant vie à leurs idées créatives. Les parcs d'attractions sont également un de leurs endroits préférés. Danny Lin, toujours casse-cou, insistait pour faire des montagnes russes sans les mains. « Ne te tiens pas à moi », dit-elle à Larry, en s'assurant qu'il ne gâche pas le frisson. La vie privée a toujours été une priorité, et Larry a pris des mesures prudentes pour protéger sa fille du bruit extérieur. Il a bloqué les recherches sur Internet sur ses appareils lorsqu'elle était plus jeune et a gardé son Instagram privé. En même temps, il a été ouvert sur l'héritage d'Anna Nicole, en s'assurant que Danny Lin comprenne qui était sa mère au-delà des gros titres. Dans un revirement ludique, elle a trouvé sa propre façon de garder les choses légères. Elle adore taquiner son père en publiant des photos peu flatteuses de lui en ligne, montrant que quoi qu'il arrive, leur lien est fondé sur le plaisir et la confiance. Anna Nicole est peut-être décédée alors que Danny Lin n'était qu'un bébé, mais sa présence se fait encore sentir dans les moments du quotidien. Les papillons sont devenus un symbole de connexion, un petit rappel qu'Anna est toujours proche. Un portrait de sa mère est accroché dans la chambre de Danny Lin, une pièce constante de son univers. En 2025, elle et Larry ont clairement indiqué qu'ils ne toléreraient pas les fausses histoires sur la mort d'Anna. Lorsque des affirmations sensationnalistes ont refait surface dans les médias, ils ont publié une déclaration ferme disant « Nous préférons nous fier à des sources vivantes et crédibles ». L'un des plus grands rêves de Danny Lin s'est réalisé en janvier 2025, lorsque Hugh Jackman l'a invité dans les coulisses après son spectacle à Broadway. Elle était fan de lui depuis qu'elle était petite, et Larry savait exactement comment lui faire passer un Noël spécial. Il l'a surprise avec des billets au premier rang pour le spectacle de Jackman, et a même ajouté une silhouette grandeur nature de lui pour plaisanter. Le plan a fonctionné. Lorsqu'elle a rencontré Jackman en personne, elle n'a pas pu contenir son excitation. Une vidéo de l'instant est devenue virale alors qu'il la serrait dans ses bras et louait son énergie pendant A Million Dreams.
rendant la soirée inoubliable. Malgré tout, elle a réussi à trouver un équilibre entre l'expérience normale d'une adolescente et le poids d'être la fille d'Anna Nicole Smith. Elle va dans des parcs d'attractions, poursuit ses études de médecine légale et reste en contact avec ses amis grâce à Snapchat. En même temps, elle porte un héritage familial que le monde associera toujours à son nom. Pourtant, elle reste imperturbable. Larry, qui la voit gérer tout cela avec grâce, est souvent impressionné.